On ne fait rien de grand sans de braves femmes et elles sont braves parce qu'elles l'ont voulu. Bonjour à tous et bienvenue. Professeur titulaire des universités du CAMES, notre invité de cette semaine enseigne au département de sociologie et anthropologie à l'université de Parakou où elle officie également en tant que vice-rectrice chargée de la coopération. Écrivaine, elle a à son actif plusieurs ouvrages et une cinquantaine d'articles publiés dans des revues nationales et internationales. Professeur Yvette Onibon-Loubogan, bonjour et merci d'être là. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Femmes Moi Leaders. aussi, c'est un honneur pour moi de participer à cette émission. Merci. Comme je le disais, vous êtes sociologue du développement. Est-ce une passion que vous avez développée au cours de votre parcours scolaire et académique, j'allais dire? Je dirais que je ne parlerai pas de passion, mais je dirais que c'est un aboutissement parce que j'ai commencé ma formation universitaire en géographie, mais j'ai fait géographie de la santé, ce qui me prédisposait déjà à travailler sur les questions liées à la sociologie. Et ensuite, j'ai fait un diplôme d'études approfondies en sociologie et donc à partir de là, j'y suis restée. Et pendant mon diplôme, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'égalité des sexes, ce qu'on appelle l'approche genre, mais aussi tout ce qui a lien avec l'inclusion des groupes vulnérables. Et donc, c'est à partir de là que je suis restée en sociologie et je me suis spécialisée justement sur ces questions-là et j'y travaille beaucoup. Et pourquoi vous avez voulu vous spécialiser sur ces questions particulièrement? Je pense que ça me parlait beaucoup, ce qui concernait les relations entre les hommes et les femmes. Moi, je suis du milieu Yoruba et j'ai vu les interactions entre mes parents déjà, mais aussi autour de moi. Je pouvais lire les inégalités sociales qui existaient et donc j'ai voulu travailler sur ces questions-là. C'est ça. En tant qu'enseignante chercheuse, vous avez été à la tête de plusieurs travaux de recherche et celle récente porte d'ailleurs sur l'employabilité des jeunes, l'équité et l'inclusion sociale. Est-ce que les gouvernants se servent de vos travaux de recherche, des travaux de recherche universitaires comme les vôtres pour trouver des approches de solutions à ces différentes préoccupations? Vous posez là une question très importante. C'est la problématique de la mise à disposition des résultats de la recherche à nos gouvernants pour qu'ils puissent décider des politiques et des stratégies nationales. Ce que nous ne faisons pas assez. Vous savez que la plupart du temps, les gens disent que les chercheurs, on en trouve. Ceux qui trouvent, on en cherche. Mais ils ont raison, parce qu'ils ne savent pas ce que nous trouvons. Et depuis quelques années, la problématique de la valorisation des résultats de la recherche et des innovations de la recherche est développée au niveau des universités. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer de mettre à la disposition de nos gouvernants nos innovations de la recherche, parce que les innovations ne sont pas seulement physiques. C'est peut-être une démarche que vous avez trouvée, une stratégie qui porte bien sur différentes thématiques. Et donc, nous essayons de mettre à disposition ces résultats-là pour nourrir les réflexions au plan national, les politiques et les stratégies. Alors moi, je dirais que spécialement sur la problématique de l'employabilité des jeunes, l'insertion professionnelle, depuis que je suis vice-rectrice chargée de la coopération, je travaillais déjà sur cette question-là avant d'être nommée vice-rectrice chargée de la coopération, des partenariats et de l'insertion professionnelle. Alors donc, tout ce que j'ai comme résultat est utilisé. Et nous essayons aussi de les mettre à l'échelle au niveau national à travers les communications que nous faisons dans les colloques, mais lorsqu'on nous invite aussi à participer à des ateliers stratégiques, nous mettons à disposition ces résultats-là pour influencer les décisions. Et je pense que de plus en plus ça se fait. Surtout la question de l'employabilité des jeunes, c'est un véritable casse-tête pour les gouvernants. Actuellement, c'est ça. Les universités sont perçues comme des machines à produire des chômeurs. Mais ce n'est pas notre rôle. Du coup, à l'intérieur des universités, même, il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, tout ceci aussi, c'est à travers les résultats de nos travaux qu'on a agi au mieux pour que nos étudiants ne se retrouvent pas à conduire et médias. C'est aussi un emploi, mais ce n'est pas un emploi auquel on peut s'attendre lorsqu'on a fait une formation universitaire. Quel état des lieux peut-on faire de l'entrepreneuriat féminin au Bénin aujourd'hui? Dans cet ouvrage, lorsque je parle d'entreprises féminines, je parle de toutes les catégories d'entreprises féminines.
Et à partir du moment où le BIT nous dit toute activité qui produit des revenus peut être comprise comme une entreprise. Et donc, cet ouvrage montre les domaines dans lesquels les femmes entreprennent, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais surtout montre les évolutions qu'il y a au Bénin dans les activités économiques des femmes. Okay. Et quels sont ces domaines-là, par exemple? Les femmes sont surtout dans le domaine du commerce. Et si vous allez, il y a plusieurs études qui ont montré que les femmes au Bénin représentent 90% des animateurs de nos marchés. C'est vrai que de plus en plus, nous voyons des hommes dans les marchés, mais la plupart du temps, vous les voyez dans les boutiques derrière un comptoir. Et donc, c'est les femmes qui sont les réelles animatrices des marchés. Et elles sont dans le commerce de divers, dans le commerce de gros, dans le commerce du vivrier. Donc, il y a plusieurs catégories. Au niveau du commerce, on va voir le commerce intérieur et le commerce international. Mais de plus en plus, nous voyons aussi que après leurs études, il y a des femmes qui s'installent et qui créent des différentes entreprises. Au moment où je travaillais sur ma thèse, j'ai travaillé sur ma thèse avec une thématique sur l'évolution de l'entrepreneuriat féminin. On voyait déjà dans les années 2001 des femmes qui créaient des entreprises de génie civil, qui avaient des garages, qui étaient des femmes garagistes. Et avec l'évolution de la scolarisation et de plus en plus le travail que nous faisons sur l'implication des filles dans les formations scientifiques, nous voyons aussi que nos jeunes femmes aujourd'hui, elles sortent avec des diplômes en informatique, elles sortent avec des diplômes en génie civil, elles sortent avec des diplômes dans des métiers qui traditionnellement étaient des métiers dits d'hommes. Et ce qui est montré aussi à travers cet ouvrage, c'est comment est-ce que le revenu des femmes contribue à la gestion des ménages. Vous savez que dans nos cultures, nous sommes des sociétés patriarcales. Il y a même des proverbes qui disent que les femmes sont pour la maison. C'est les hommes qui sortent, qui doivent aller chercher le pain quotidien de la famille. Mais je crois que de plus en plus, on comprend aujourd'hui que même quand elles sont à la maison, ce qu'elles font a de la valeur. Et encore plus, lorsqu'elles sortent de la maison et qu'elles animent les marchés, elles sont dans les ateliers de coiffure ou de couture, elles ont des revenus et elles contribuent beaucoup aux dépenses et au fonctionnement des ménages. Donc, c'est globalement les éléments qui apparaissaient dans l'ouvrage que j'ai publié et que je continue aussi par approfondir pour voir. Actuellement, nous faisons un travail pour voir comment est-ce que les femmes agissent lorsqu'elles peuvent avoir des revenus qui leur permettent non seulement de contribuer aux dépenses du ménage, mais aussi d'investir. Et quels sont dans les domaines dans lesquels elles investissent le plus. Et un des premiers résultats que nous avons, c'est qu'elles investissent dans l'éducation de leurs enfants. Justement, en dehors des charges du ménage auxquelles les femmes contribuent, on peut noter dans cet ouvrage-là de façon globale qu'il y a un rapport étroit entre l'entrepreneuriat féminin et le développement socio-économique béninois. Alors, de façon concrète, à quelle proportion les femmes contribuent à la croissance économique du pays? Je ne pourrais pas dire des chiffres parce que nos macroéconomistes, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont eu de la matière pour calculer la proportion à laquelle les femmes participent, mais à ce niveau-là, il n'y a pas eu de publication de chiffres. Je vais aller sur les statistiques que nous avons pu avoir à travers nos études. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des études qui couvrent tous les acteurs économiques béninois, mais c'est sur un échantillon. Ce que nous avons constaté, c'était que les femmes investissent au moins 50% de leurs ressources, de leurs revenus dans le fonctionnement du ménage. Et le reste, la moitié va aussi dans l'éducation des enfants. Ça va dans les soins de santé. Donc, lorsqu'une femme a un revenu, elle ne va pas attendre que ce soit le père qui paye forcément les frais de scolarisation, habiller les enfants, les amener surtout à l'hôpital et surtout en milieu rural. Elles vont commencer par se libérer de ces charges-là et libérer les hommes de ces charges-là. Ça va permettre que le niveau de vie du ménage augmente.
Et donc, ces statistiques-là montrent que si l'État béninois allait au-delà, vous savez qu'en 2015, l'INSAE, qui est maintenant l'INSTAD, avait fait les enquêtes emploi du temps qui ont montré les temps que les différentes catégories de Béninois accordent à différents types de travaux. Et on a complètement montré à ce moment-là le rôle des femmes dans le secteur économique, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Si ça devait aller jusqu'au bout, il aurait fallu utiliser les statistiques sur l'emploi et sur les revenus pour calculer le produit intérieur brut et la contribution des femmes à ce produit intérieur brut. Il y a des pays qui l'ont fait, mais le Bénin n'a pas encore fait ça et nous espérons que ça va arriver un jour. Et en dehors du secteur typiquement lié au commerce, est-ce qu'il y a d'autres domaines d'activité dans lesquels les femmes devraient entreprendre pour contribuer davantage au développement? Elles sont déjà dans la transformation agroalimentaire. Et donc, d'ailleurs, sur la problématique de la transformation agroalimentaire, il y a toute la question de comment agir pour qu'elles puissent ne pas rester à faire la transformation de façon traditionnelle. Parce qu'il y a des limites. Hein, d'abord pour la qualité et ensuite la quantité. Si on arrive à mécaniser un peu ce qu'elles font, ça va permettre d'accroître la production et d'améliorer la qualité de la production et de ce fait d'améliorer leurs revenus. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des revenus des femmes dans ces secteurs-là, on se voit dans les 30 50 000 francs dans un mois. Ce n'est déjà pas peu, mais on peut aller plus loin. Donc ça, c'est une problématique qui apparaît très, très importante. Elles sont dans le secteur de l'agriculture aussi. Elles sont en milieu rural. On les voit beaucoup dans le secteur de l'agriculture. Mais la problématique au secteur de l'agriculture est aussi identique à celle des hommes. C'est comment agir pour produire en quantité et en qualité, de façon à pouvoir mettre sur le marché des quantités de plus en plus importantes de produits. Et lorsque la qualité est bonne, vous pouvez vendre plus cher. Nous avons le Nigeria qui est à côté. Si vous produisez quelque chose qui n'est pas produit là-bas et que vous le faites bien, c'est un grand marché. C'est un grand marché auquel elles peuvent accéder. Et comme je l'ai dit tantôt, de plus en plus de jeunes femmes sont dans des métiers dits d'hommes. Internet, informatique, la mécanique. Dernièrement, nous avons vu des gens faire des formations à des jeunes filles sur les plaques solaires. Donc, on voit un peu dans le domaine du bâtiment de plus en plus de femmes qui font des formations et qui s'installent ne serait-ce que sur des aspects pointus, des niches de production qui donnent des services dans ces différents domaines-là. Est-ce qu'il y a encore des défis à relever en matière d'entrepreneuriat féminin? Ah oui. Lesquels? Il y a beaucoup de défis à relever. Le premier défi est celui de la formation. Certains disent non, elles savent déjà faire le cli-cli. Je dis ok, elles savent faire le cli-cli, mais est-ce qu'elles vont toujours faire le cli-cli de la même manière toute leur vie? Je donne un exemple. Donc, il faut pouvoir former, il faut les former à produire, à améliorer leur production, à avoir une qualité de production qui va permettre de donner de la valeur ajoutée aux produits qui sont mis sur le marché. Et nous avons aussi tout le processus de certification. Lorsque tu as trouvé une manière de faire ton lafon ou bien ton cli-cli de la bonne manière, tu peux faire le processus de la certification. Et dans ce processus-là, tu seras amené non seulement à améliorer la qualité de ton produit, mais en même temps à apprendre sur les questions liées à la gestion, de façon à ce que ce soit ce nouveau produit. Même si on faisait de lafon avant, ta manière de produire de lafon soit certifiée te concernant. Donc, je pense que ça, c'est un grand défi. L'autre défi, c'est le financement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions de microfinance. C'est aussi vrai que le gouvernement fait beaucoup avec le Fonds national de la microfinance qui fait actuellement le microcrédit à l'AFIA. Mais il y a plusieurs défis autour de ça pour permettre qu'elles puissent accéder aux fonds, mais aussi pour qu'elles puissent les gérer au mieux, de façon à ne pas être des entrepreneurs endettés, mais des entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à accumuler du capital pour pouvoir investir. Très bien. Et face à cette panoplie de défis, quelle part de responsabilité vous attribuez à nos gouvernants sur ce plan? Moi, je pense que de plus en plus au niveau, par exemple, du ministère
des affaires sociales et de la microfinance, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'être, de défis qui sont en train d'être relevés, mais ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on arrive à avoir les impacts. Il faut travailler dans le temps. Il faut donner le temps, il faut donner la durée pour que les démarches qui sont envoyées, tout ce qu'on fait, tout ce qui se fait avec le programme H, le socle de protection sociale, la démarche actuelle de microfinance à l'AFIA. Avant, ce n'était pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le sens de répondre aux défis et aux enjeux auxquels sont confrontés, pas seulement les femmes, mais les personnes en situation de vulnérabilité. Mais la plupart du temps, on attend qu'une année après, il y a de grands résultats. Moi, je dis, les résultats viennent dans la durée. Mais ce que je vais recommander, c'est que pendant cette durée, qu'on fasse des évaluations à mi-parcours et qu'on soit assez flexible pour reconnaître ce qui n'a pas bien marché. C'est ça. Et revoir les stratégies et les démarches pour pouvoir mieux répondre aux objectifs que l'on veut atteindre. Enseignante chercheuse, vous êtes professeure titulaire, vice-rectrice chargée de la coopération à l'université de Parakou, écrivaine et j'en passe. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, vous militez aussi pour les droits de la femme et vous êtes à cet effet présidente de l'Association des femmes scientifiques du Bénin. C'est une association dont on parle très peu. En quoi consiste-t-elle réellement? L'Association des femmes scientifiques du Bénin regroupe les femmes enseignantes chercheurs qui sont à l'université et aussi dans les centres de recherche, mais toute femme qui a fait un master ou une thèse et qui veut appartenir à cette association. Notre premier objectif, c'est déjà de travailler à l'intérieur des universités sur les problématiques liées à l'égalité des sexes, à la présence égale ou équitable des filles et des garçons en termes d'étudiants, des hommes et des femmes dans leur carrière, que ce soit des enseignantes ou des personnels administratifs. Mais notre but aussi, c'est de travailler sur le mentorat au niveau des collèges. C'est ça. Ce que nous arrivons à faire très peu parce que il faut être assez libre. Il faut avoir aussi une démarche qui porte. Plusieurs démarches ont été expérimentées. Nous avons eu certains résultats, nous en avons tiré des leçons. Et pour l'année 2024, nous avons revu notre démarche que nous allons commencer par mettre en œuvre bientôt. Mais surtout, ce que nous faisons aussi, c'est de travailler sur les plans de carrière des enseignantes-chercheurs. Vous savez, nous arrivons au même moment que les hommes, mais si nous ne faisons pas attention, ils vont évoluer plus vite que nous. Entre les maternités et le ménage, c'est difficile de participer au projet de recherche, de faire les articles, d'écrire les ouvrages pour pouvoir avancer. Donc, nous offrons des opportunités aux membres de l'association pour ce faire. Donc, c'est globalement ce sur quoi nous travaillons. Et avec tout ceci, est-ce que vous direz que votre combat est féministe? Féministe et féminin. Comment? Féministe dans la mesure où nous travaillons pour améliorer le statut des femmes. Féminin simplement parce que nous ne sommes que des femmes, parce qu'il y a des organisations qui vont travailler sur le féminisme, mais dans lesquelles il y aura des hommes. Donc, ça, c'est la différence. Mais là, nous sommes que des femmes et c'est pour ça que c'est féminin. Donc, nous sommes sur les deux rubriques. Nous ne refusons pas de travailler avec les hommes. Il nous arrive de travailler avec des organisations qui mettent devant nous des spécialistes dans les différents domaines. Dernièrement, nous avons fait un plaidoyer sur l'enseignement supérieur avec Médecins du Monde et c'était avec des hommes que nous avons travaillé. Mais ils ne sont pas membres de l'association. Du coup, on est aux deux rubriques et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, n'est-ce pas? Justement, quel regard portez-vous sur le féminisme tel que prôné un peu partout sur nos réseaux sociaux avec celles qu'on appelle les influenceuses? Oui, parfois je suis triste de voir certains messages et certaines attitudes de nos sœurs qui prônent l'égalité des sexes, mais qui ne travaillent pas selon les normes sociales. Nous avons des normes sociales.
Et d'ailleurs, je travaille dernièrement, j'ai commencé par travailler sur la décolonisation du savoir sur le genre, pour montrer comment nos sociétés étaient organisées et quels étaient les rôles qui étaient attribués aux hommes et aux femmes, tant dans la sphère domestique, dans la sphère communautaire, que dans la sphère politique. Mais c'est vrai, et les premiers résultats que nous avons montré qu'il y a beaucoup de choses que nous avons perdues en termes d'égalité des sexes. Je ne veux pas dire que nos ancêtres éponymes donnaient la même place aux hommes et aux femmes, mais chacun se retrouve. Chacun se retrouve. Mais nous avons été influencés, et depuis plusieurs siècles déjà, par la civilisation judéo-chrétienne, et qui a un système de patriarcat beaucoup plus inégalitaire que le système de patriarcat dans lequel les sociétés africaines étaient. Et vous savez aussi qu'il y avait plusieurs sociétés africaines où on parlait de matriarcat. Donc à ce niveau-là, vous allez voir que les femmes occupent aussi bien dans les systèmes de matriarcat que des systèmes de patriarcat. Dans les différents niveaux que je viens de mentionner, il y avait un peu plus d'égalité. Si vous prenez nos cultes aujourd'hui, je ne veux pas dire nos traditions parce que nous sommes toujours en train d'appliquer ces cultes-là. Si vous prenez nos cultes, vous allez voir le rôle que les femmes jouent. Si vous comparez ça au rôle que les femmes jouent dans les religions de la civilisation judéo-chrétienne, ce n'est pas les mêmes rôles. Moi, je suis Yoruba et je sais, pour que le Guélédé sorte, on voit que c'est Tétédé qui sort d'abord. Tétédé sort avec les attributs féminins. Ça veut dire que le principe féminin est à côté du principe masculin et qu'on lui donne toute sa valeur. Et nous avons la Iyaloro, qui dans le culte a aussi son rôle. Et les autres qui ne sont pas Yoruba peuvent aussi en parler. Aujourd'hui, on parle beaucoup de violences faites aux femmes. Et on a l'impression que c'est depuis toujours qu'il y avait des violences faites aux femmes. Non. Si vous allez dans certaines cultures, vous allez par exemple à Abomey, il y a à Djalalassa. Si tu frappes ta femme, mais ne serait-ce que de façon symbolique, on t'amène là-bas, on t'attache. Et on te frappe un peu. Et tu vas voir comment ça fait mal. Ça fait mal. Non seulement que tu as mal, mais en même temps, tu as honte d'avoir été traité comme ça. Donc la prochaine fois, tu ne vas pas répéter ça. Donc vous voyez, donc on avait des mécanismes sociaux pour gérer ces différentes questions que nous avons perdues. Et je pense que nous, en tant que sociologues, spécialistes sur ces questions-là, nous devons faire des études pour montrer qu'est-ce que nous devons reprendre comme un mécanisme de gestion des relations entre les hommes et les femmes, même avec les enfants. Même avec les enfants. Aujourd'hui, si on apprend qu'un parent veut amener son fils dans un temple oro pour faire le rituel, on dit « Ah, lui, il est encore dans le noir. » Mais bon, qui est allé au ciel et est revenu pour nous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais? Personne. Donc, je pense qu'on a beaucoup de réflexions à mener à ce niveau-là. Vous voyez, les Asiatiques, ils ont gardé leur religion. Ils ont gardé aussi plusieurs de leurs pratiques. Et je pense qu'avec ça, ça leur permet d'avoir leurs propres idées de leur développement. Où est-ce que nous voulons aller? Il ne faut pas que ce soit d'autres personnes qui viennent nous dire ce que nous avons à faire. Nous sommes déjà assez éveillés, nous sommes des êtres intelligents pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans notre environnement pour agir, et ceci dans tous les domaines. C'est ça. Professeur Onibon, il se dit souvent dans l'opinion publique qu'entre femmes, le courant ne passe pas toujours très bien. Est-ce que vous partagez cet avis-là d'après vos nombreuses années d'expérience? Ce que moi je dis souvent, c'est qu'entre les hommes aussi, le courant ne passe pas très bien. Ah oui. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. C'est vrai qu'on attend, et ça aussi c'est à cause du construit social, on attend des femmes qu'elles soient très solidaires, qu'elles soient soumises, qu'elles se soutiennent entre elles. Mais s'il y a des enjeux, chacun se bat. Voyez-vous, nous sommes sur ces deux chaises-là. S'il y a une chaise qui est meilleure par rapport à l'autre, nous allons devoir nous battre pour choisir la chaise qui est la meilleure. Donc, c'est la personne qui aurait eu plus de courage et de résultats qui va prendre la meilleure chaise. Donc, moi, je dis, ce qui se passe au milieu des femmes se passe aussi au milieu des hommes. Quoique, il est quand même important qu'il y ait plus de cohésion de façon à ce que le combat qui est mené
les démarches et les stratégies qui sont mises en œuvre puissent réellement aboutir. Et jusque-là, comment est-ce que vous qualifiez vos collaborations avec le sexe opposé? Ben, moi, je collabore bien avec les hommes. Je n'ai aucune difficulté de collaboration avec eux. Je crois que dans le monde professionnel, ce qu'il est important, c'est d'être bien formé et d'avoir le savoir-faire et le savoir-être. Parce que quand on forme les étudiants à l'université, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le savoir. Mais on doit aussi leur donner le savoir-faire. Et en même temps, leur apprendre à être de bons citoyens dans une communauté. Si vous avez ça, vous n'avez de problème avec personne. Le seul problème que vous pourrez avoir, c'est les concurrences sur qui va aller plus vite que l'autre. Les hommes le font entre eux, les femmes le font entre elles, et les hommes et les femmes sont aussi sur les mêmes rubriques. Donc, nous sommes des êtres humains. Et moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur des stéréotypes sexistes. Genre, c'est les hommes qui empêchent les femmes d'évoluer, les femmes ne s'aiment pas entre elles, non. Il faut aller, selon moi, sur la capacité que nous avons à agir dans tous les domaines. Et à ce moment-là, nous pouvons atteindre nos objectifs plus facilement. C'est ça, professeur. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vice-rectrice chargée de la coopération à l'université de Parakou. On sait que c'est le président de la République qui nomme le recteur. Comment est-ce que le choix a été porté sur vous? Nous avons postulé. Il y a eu, je crois déjà en juin ou en juillet 2021. C'est d'ailleurs la première fois que ça se fait comme ça. Un appel et nous avons postulé. Chacun a postulé pour le poste qu'il voulait avec un projet. Si je suis nommé, voilà le projet que je veux mettre en œuvre, voilà les changements que je vais opérer, voilà les résultats. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été choisie pour être la vice-rectrice coopération à l'université de Parakou. C'est ça. Et quand on considère votre parcours jusque-là, avez-vous l'impression d'avoir atteint vos objectifs de vie ou vous avez encore d'autres ambitions? Je pense que oui. Et je pense même que j'en suis arrivée à atteindre des objectifs au-delà de mes attentes. C'est ça. Parce que moi, je n'ai jamais pensé que j'irais à l'université. Et même lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat, je suis allée dans la coopération au développement. Et j'étais plus portée vers les actions de développement. Mais au fur et à mesure que je travaillais dans la coopération au développement, je me posais des questions sur la pertinence de ce que je faisais ou qu'on me faisait faire. Et ça m'a ramené à me rappeler que j'ai une thèse de doctorat et qu'avec cette thèse, je peux enseigner, faire de la recherche et participer à avoir plus de connaissances sur les aspects que je traite au quotidien, que je traitais au quotidien dans la coopération au développement. Donc, je pense que là où j'en suis aujourd'hui, c'est un peu au-delà de ce que j'espérais. Et c'est certainement par la force du travail, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, parce que les difficultés ne manquent pas. Lorsqu'on tombe, il faut avoir la force de se relever. Voilà. Alors, vous êtes dans une fonction administrative en tant que vice-recteur. Vous dispensez des cours dans des amphithéâtres, vous supervisez des travaux de recherche et siégez au sein des jurys de soutenance. Est-ce que tout ceci ne vous pèse pas dessus? Ah oui. Ah oui. Ça pèse beaucoup. Mais comment vous vous en sortez à la maison alors en tant que mère de famille? Bon, je dirais qu'actuellement, j'ai la chance qu'il n'y a plus personne à la maison. Il n'y a que papa et maman. Les enfants sont déjà partis, ils sont grands, ils ont quitté la maison. Mais lorsqu'ils étaient encore jeunes, il fallait avoir de l'aide. Il fallait avoir une personne qui sera encadrée pour, pas nous remplacer, mais apporter un soutien lorsque nous ne sommes pas disponibles. Lorsque je dis nous, c'est à la fois mon conjoint et moi, mais encore plus moi. Donc, je suis passée par plusieurs péripéties qu'on ne va pas raconter ici. Mais ce que je pense, c'est que il faut d'abord, lorsqu'on a des ambitions professionnelles, il faut d'abord avoir un consensus sur les évolutions que le mari et la femme veulent. C'est ça. Séparément, mais conjointement. Et c'est très important. Lorsqu'on a ça, vous vous soutenez les uns et les autres. Et
Comme ça, vous pouvez avancer, même s'il y a des difficultés, parce que ça ne manque pas. Professeur, me souffre à la régie que nous avons excédé le temps. Mais avant de conclure cette émission, nous allons vous poser quelques petites questions que j'appelle rituels sur cette émission. S'il vous était donné de vous qualifier en un seul mot, que direz-vous? Rigueur. Rigueur. Oui. Et quel est votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, c'est de dire la vérité brutalement. C'est-à-dire de fond. Je dis toujours ce que je pense. Ça me crée parfois des problèmes, mais je n'arrive pas à ne pas le faire parce que après je suis libre. C'est ça. Et quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est mantinjan avec la cassa. Ah ouais. J'adore ça. C'est ça. Quels sont vos loisirs quand vous finissez avec tout ce qui est travail, quand vous avez envie de vous éclater? Qu'est-ce que vous faites? J'écoute beaucoup la musique. C'est ça. J'écoute beaucoup la musique, même dans la voiture, quand je voyage et que j'ai toujours mon écouteur à côté et j'écoute la musique. Merci beaucoup, professeur Yvette Onibon Doubogan, d'avoir été sur ce plateau de Femmes Leaders. C'était un plaisir de faire cet entretien avec vous. Ben, moi aussi, c'est un plaisir et je vous souhaite de grandes réussites. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça commence et un jour, vous allez pouvoir faire aussi le bilan. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.